Bien, bonjour à tous. Brigitte Cotier pour l'atelier. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser Martial Bourquin, Magali Duvernois et Martine Voidet qui sont à une cérémonie au Lomont. Alors l'atelier, la devise de l'atelier, c'est réfléchir pour comprendre et comprendre, réfléchir pour s'émanciper, pardon, et comprendre pour agir. C'est la devise de l'atelier organisation d'éducation populaire qui organise une dizaine de rencontres tout au long de l'année. Vous m'entendez bien là? C'est un peu trop. C'est un peu trop fort, pardon. Ah, bon. Enfin, ça résonne un peu. Ça a l'air Non, de- non, non, il ne tombe pas. Tu filmes là? Je vais parler moins fort, peut-être. Comme ça. Ok. Ah oui, oui. Sauf. D'accord. Ah oui. Alors, cette année, nous avons décidé de réfléchir au problème de l'eau. Nous avons déjà évoqué ce sujet l'année dernière avec un Et cette année, donc en partenariat avec la Confédération paysanne, avec Duchamp et à l'assiette, avec le SAMU de l'environnement, avec SOS Loup et Rivière Comtoise, et avec notre aglo, c'est ça, et puis avec Alternativa, nous vous proposons le débat suivant de la rivière, presque à sec, au robinet, et nous affirmons, c'est notre eau, c'est notre santé, c'est notre rivière. Pour cela, nous avons invité, plus près, là, comme ça. Là, ok, comme ça, ça va? Ça va mieux. Alors, pour ce débat, nous avons invité un voisin suisse, Jean-Louis Walter, ici présent, qui est expert international sur le traitement des eaux usées. Et voilà. Et puis, on va donner la parole, évidemment, à tous les experts qui sont autour de nous. On ne va pas les interrompre dans un premier temps. On va les écouter, on va boire leurs paroles comme de l'eau claire. Hein. Et puis ensuite, si une question vous apparaît, vous pouvez utiliser, demander un post-it à Françoise et noter votre question pour ne pas qu'elle vous échappe. On y répondra ensuite dans un deuxième temps qui sera donc un débat entre les experts et le public. Voilà, donc je vais donner la parole à Monsieur Gou de SOS Rivière Comtoise qui va donc poser un problème à Monsieur Walter. Voilà, à vous Monsieur. C'est un véritable défi, on me demande une minute pour faire ça, pour introduire les débats. Donc à Jean-Louis Walter, je vais lui poser des questions dans son domaine de compétences, notamment dans le problème d'un type de pollution qu'on appelle les micropolluants, c'est-à-dire la pollution des eaux qui n'est pas visible. Mais je vais vous faire toucher du doigt par trois photos à propos de l'autre pollution qui est la pollution visible, celle qu'on appelle l'eutrophisation. Et quand, pas plus le grand public que les élus, quand on parle de rivières eutrophisées, se rendent compte de ce que c'est, notamment dans notre région où on a des rivières karstiques. Et ça, ce que vous montre là, ça c'est le fond d'une rivière karstique en bon état. On était obligé d'aller chercher en Slovénie une rivière en bon état parce qu'en Franche-Comté, on ne peut plus faire des photos comme ça n'existe plus. Et quand on parle d'une rivière eutrophisée, je vous signale que le fond de la Loue, de toutes les rivières karstiques de Franche-Comté, la Loue, le Doubs ici, dans la partie supérieure, les fonds étaient comme ça il y a encore 30 ans. D'accord? Et maintenant, voilà comment les fonds sont. Ça, c'est les fonds du Doubs, d'accord? Et vous lui ferez passer cette photo-là. Cela, il se voit de loin, d'accord?
Mais pour se rendre compte de ce que c'est que des fonds de rivière karstique en bon état, ce que je vous propose, c'est de faire circuler ça et surtout vous me rapportez la photo parce que j'y tiens. Voilà, vous la faites circuler. Donc, bon, il y a beaucoup d'autres problématiques qu'on va aborder, qu'on va développer. Donc, ce que je demande à Jean-Louis, c'est de nous expliquer la deuxième grande famille de pollution, qui est cette pollution invisible qu'on appelle la pollution par les micropolluants. Voilà, je lui donne la parole. Alors c'est un défi, bon, je vais essayer de le relever. Alors, vous avez vu ces photos. Une où on voit du gravier et une autre où on voit des algues. Celle où il y a les algues, c'est moi-même qui l'ai prise, c'est sur le Doubs, à quelques kilomètres après la source du Doubs. Pas très loin, mais entre deux, il y a eu de l'agriculture intensive et puis il y a eu également une fromagerie ou deux fromageries importantes et qui amènent les nutriments qui font cette espèce de cloaque. 1 kilomètre avant, le fond de la rivière était comme l'autre avec les cailloux. Mais c'est trompeur. Parce que finalement, dans ces cailloux, il doit y avoir de la vie. Et on pourrait peut-être y voir aussi des algues, mais il n'y a même pas d'algues. C'est signe qu'il y a d'autres choses qui circulent dans l'eau qu'on n'a pas idée, qu'on ne voit pas, qui ne se manifestent pas directement. J'ai eu plusieurs journalistes qui sont venus me demander, j'ai fait une étude sur le Doubs, et puis ils m'ont dit, montrez-nous un coin qui est vraiment pollué. J'ai dit, c'est pas si facile que ça, parce qu'on va se promener le long de la rivière, on la trouve belle, bon, de temps en temps il y a des cailloux, il y a des algues, d'accord, c'est un peu trop, mais on ne s'inquiète pas parce qu'on ne connaît pas la rivière. Et c'est ça qui est le problème. Et avec les micropolluants, on n'y voit rien du tout. Mais si on retourne un caillou puis qu'on ne voit pas d'insectes qui normalement doivent vivre là, c'est le signe qu'il y a quelque chose de très 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 mauvais. Alors, c'est ça, finalement, les micropolluants, c'est beaucoup de choses que l'on rejette dans les eaux usées, on appelle ça les eaux usées, mais aussi qui sont utilisées dans nos jardins, dans l'agriculture, et puis qu'on a eu l'habitude, et en forêt aussi, bien sûr, pour le traitement des grumes, etc. Il y a beaucoup de... Et on n'y a pas tellement pris garde pendant très très longtemps. Et encore actuellement, quand on veut se renseigner pour avoir des données, on a de la peine à les obtenir. Et puis, on nous donne quelques analyses. Mais, par exemple, dernièrement, je me suis renseigné sur Internet auprès de l'agence de l'eau. Et j'ai vu par exemple que ici, le Doubs qui coule, il véhicule en tout temps à peu près 600 pesticides. 600. Alors que les analyses habituelles, ça coûte cher ces analyses, c'est clair. Mais les analyses habituelles, on vous dira 3, 4 pesticides. Voilà. Et la différence, elle est souvent dans le fait qu'on n'analyse pas assez finement, c'est-à-dire que la sensibilité des instruments elle n'est pas utilisée juste à fond, je veux dire. Et là, passe sous silence un tas de choses. Ici, maintenant, on a des données avec lesquels on peut travailler. Mais personne ne travaille avec ça. C'est un cimetière de données
très important. Et surtout, on a dans l'évaluation des analyses deux niveaux. Un niveau de détection, c'est-à-dire à partir de quel moment l'appareil trouve une substance, puis après, à partir, c'est un niveau plus haut, plus élevé, à partir de quel niveau on peut commencer à quantifier, parce qu'on n'est pas sûr entre les deux, c'est pas linéaire comme on dit chez nous, et on a pris la fâcheuse habitude de n'indiquer que les teneurs qui sont supérieures au seuil dit de quantification. Si bien qu'on trouve des rapports sur les 600 pesticides que je parlais, il y en a peut-être que 3-4 évidemment qui dépassent ce seuil-là. Mais en dessous, jusqu'au seuil de détection, il y en a des quantités. Et si je descends là, j'en trouve 600. Et si j'additionne les concentrations potentielles, puisqu'on ne nous les donne pas, on peut prendre le niveau de détection, c'est combien, on additionne tout cela et on dépasse les normes, on dépasse la légalité. Mais personne ne le dit. Personne ne le dit. C'est une histoire de prendre conscience. Ça, c'est très très important. Et de regarder la rivière, je crois que les associations pour la protection de l'environnement doivent, à mon sens, instruire ceux qui veulent bien se laisser instruire pour avoir un autre œil à jeter sur ces cours d'eau, aller plus loin que simplement se dire « Ah ouais, elle est belle » ou « si c'est propre, tu vois, il n'y a aucune algue. » Mais la rivière doit aussi avoir des algues. Donc trop et trop peu qu'à tous les jeux. Il faut faire très attention. Merci Jean-Louis. Alors maintenant, je vais passer la parole à André Linderme de notre aglo. Oui, alors Jean-Louis vient de nous parler des micropolluants. On a déjà échangé là-dessus, mais j'aurais une question à lui poser aujourd'hui que je n'ai jamais posée. C'est que dans le pays de Montbéliard, vous savez que l'aglo aujourd'hui compte 72 communes. Et sur ces 72 communes, il y en a 29 qui sont alimentées par la même source d'eau, qui est la rivière Le Doubs. Et cette eau est traitée en usine pour être ensuite rendue dans des conditions de potabilité pour pouvoir être vendue aux consommateurs. Donc ma question par rapport à ces micropolluants, aujourd'hui, quand cette usine a été mise en service, la technologie a évolué, on a mis en place ce qu'on appelle une gamme de traitement pour vous vendre de l'eau consommable. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, avec tout le bruit qu'on entend aujourd'hui dans la presse autour des micropolluants, par rapport aux micropolluants donc, qui se trouvent dans ces rivières comme le Doubs, le Blanc et compagnie, est-ce que la gamme de traitement qui existe aujourd'hui, qui est mise en place, est valable? Est-ce qu'on peut encore améliorer cette gamme de traitement de façon à résoudre ce problème des micropolluants? Donc, il y a un problème technique où j'avoue que j'y connais rien, donc je pose la question, je la pose aussi en votre nom. Je ne consomme pas l'eau de PMA puisque je suis dans une des 43 communes qui fait partie du nouveau périmètre où on puise dans la prédatrice. Alors, première chose à dire, c'est que la station de traitement de Mathé, elle a été faite selon des critères à l'époque qui étaient déjà avant-gardistes. Et elle comporte presque toutes les étapes de traitement qu'il faut pour normalement traiter des micropolluants. Seulement, c'est dans l'exploitation qu'il faut regarder d'une part, et bien sûr corriger certains dosages, peut-être qu'il faut agrandir certaines étapes et changer
de vision quant à l'exploitation. Alors, les étapes de traitement sont les suivantes. On a d'abord une décantation, sauf erreur, et puis je regarde mon collègue qui me dit oui, donc j'ai pas dit une connerie. Et ensuite une filtration. Et on fait une coagulation avec des produits chimiques, de l'aluminium d'habitude. Donc, il faut bien éliminer l'aluminium aussi après. Ça, c'est un autre point que je n'aborderai pas. Mais c'est pour enlever ce qu'on appelle la turbidité, c'est-à-dire les matières en suspension. Là aussi, c'est déjà quelque chose pour enlever une partie des micropolluants, puisque ces micropolluants peuvent en partie s'agglomérer sur les matières en suspension. Mais c'est qu'une petite partie qui peut être traitée comme ça. Ensuite, on a mis une étape d'ozonation, c'est-à-dire on produit de l'ozone en gaz et on va le diffuser dans l'eau. C'est le plus grand désinfectant à part le fluor, mais qu'on ne peut pas utiliser pour la désinfection. Et là, on l'utilise pour la désinfection, mais on pourrait aussi l'utiliser pour l'élimination des micropolluants. Et ces deux choses ne vont pas très très bien ensemble, dans le sens que d'un côté, on doit avoir une certaine forme d'ozone, c'est pour la désinfection, et quand on détruit l'ozone, on obtient d'autres choses qui s'appellent des radicaux OH, hydroxyle, et ceux-là, ils sont très forts pour éliminer les micropolluants. Mais on ne les a pas vraiment les deux en même temps. On les a, mais il n'y a pas assez pour la désinfection. Quand on est en désinfection, nous n'avons pas assez de radicaux OH. C'est là qu'il faudrait adapter le traitement pour améliorer. Maintenant, c'est ce qu'on appelle une oxydation. Ensuite, il y a du charbon actif. Et le charbon actif, il peut être sous différentes formes. Soit on peut faire un filtre, puis on a comme des petits grains de charbon actif pour filtrer. Ou bien, on met de la poudre. On met de la poudre de charbon actif et on récupère cette poudre ensuite dans des filtres. Et celle-là, au temps où on a fait le projet, cette poudre, elle était là parce qu'on avait un problème. C'est comme la vision des choses. On savait plus ou moins quels pouvaient être les micropolluants. C'était des produits d'algues qui donnaient un très mauvais goût à l'eau. Donc on a mis du charbon actif pour éliminer ça. Évidemment, le charbon actif, en même temps, il élimine d'autres choses. Mais l'exploitation, elle a visé tout simplement de se prémunir des goûts, et puis ça coûte le charbon, évidemment. Mais ça ne coûte pas 3 € par mètre cube d'eau produite. On ne parle pas du tout de ça. C'est 2-3 centimes au grand maximum, même beaucoup moins. Donc là, il faut réfléchir, est-ce qu'on veut faire les pingres et ne pas se donner les moyens pour avoir une exploitation qui valorise déjà tout l'investissement qui a été fait jusqu'à présent, ou bien qu'on laisse aller les choses. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs années en arrière, dans la ville de Bâle, à côté de Bâle, se trouvent les champs de captage pour les eaux pour 250 000 habitants. Et puis, on avait à côté l'industrie chimique qui produisait des pesticides, des médicaments et tout ce qu'on veut, et qui polluait la nappe de deux manières, par les rejets industriels, puis directement aussi, ou je veux dire indirectement, parce que l'industrie donnait ses déchets
dans les décharges ménagères autour de Bâle. Et puis, la loi a changé sur les sites contaminés, comme on dit en Suisse, et on a fixé des critères pour obliger les collectivités à agir sur les sites contaminés. Et là, on s'est posé la question, combien on a de polluants? Et jusqu'à ce temps-là, c'était dans les années 2004, quelque chose comme ça, et on avait analysé seulement, comme je vous disais tout à l'heure, on ne descendait pas assez bas. Donc on ne voulait rien voir en fait, c'était ça le problème. Et puis, quand on a commencé à analyser les pesticides, j'ai été mandaté pour toute la région, en Suisse, en Allemagne et en France, pour regarder qu'est-ce qu'il en était, et j'avais une interdiction. On m'a dit, vous n'analysez pas l'eau potable. Interdit. Et petit à petit, on est arrivé à ce que Greenpeace a fait une action, a pris de l'eau potable et l'a donnée à analyser en France. Et là, le poteau rose est venu en plein jour. L'eau potable était truffée de micropolluants dont on ne savait pas vraiment comment les traiter. Et ça depuis des années et des années. Quelle a été la réaction de l'État? Oh, c'est pas grave, écoutez, ça dépasse pas les normes et tout ça. Quand on sait que les normes, en fait, elles sont faites pour quelques micropolluants et tous les autres ne sont pas normés parce qu'on n'a pas encore l'expérience et tout ça, eh bien, il y a eu un groupe qui s'est créé qui s'appelait le Trinkwasserforum, le forum de l'eau potable, et qui a joué politiquement un jeu très très important. Et vous savez, en Suisse, une collectivité publique, que ce soit un canton ou une ville, elle dépend directement de la population. Et la population est convoquée plusieurs fois par jour pour voter sur des choses. Et on peut faire des motions. Et la population de Muttenz, la plus grande ville autour de Bâle, et sur laquelle se trouve aussi l'industrie chimique, a convoqué une assemblée. Et ce groupe, avec d'autres factions politiques, ont réussi à imposer au conseil municipal de construire une station qui élimine tous ces micropolluants. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire le projet et la réalisation de cela. Et on a utilisé exactement les mêmes principes que vous avez déjà, mais qu'il faudrait développer encore un petit peu parce que vous n'avez pas assez d'ozone, il faudrait utiliser du charbon actif tout le temps, on pourrait passer à un autre principe de désinfection, mais enfin voilà. Au départ, vous êtes déjà bien parti, mais je vous conseille de continuer. Alors cette fois, je me tourne vers Bruno Etel du SAM de l'environnement, qui va poser également son problème à Jean-Louis. Donc, bonjour à tous, bonjour à Jean-Louis. Je suis donc président de l'association du SAMU de l'environnement. Le SAMU de l'environnement, c'est le service d'analyse mobile en urgence. Donc nous analysons aux quatre coins de la Franche-Comté les eaux des rivières, quelquefois les eaux chez les particuliers à leur demande, puisqu'en fait nous faisons des constats de pollution sur les rivières quand on nous les signale ou quand nous-mêmes suspectons un problème quelque part. Nous faisons un travail d'enquête et avec un groupe de travail et notre mallette d'analyse colorimétrique, nous arrivons à dresser un constat sur un secteur de rivière en disant, par exemple, à la source de la Creuse,
notre... voilà, ça commence à siffler. Oh. Ah oui, donc à la source de la Creuse, par exemple, nous avons constaté... C'est un peu perturbant. Ouais, faut pas y penser, voilà. Donc à la source de la Creuse, nous avons constaté que rapidement, à quelques centaines de mètres en dessous d'une station d'épuration de Blamont, nous voyons des lingettes en plein milieu des prés. Nous constatons des eaux bleues, grises, brunes, jaunes, un peu toutes les couleurs en aval de la station d'épuration. Nous sommes ensuite descendus un peu plus bas vers la source de la Doue et nous avons constaté que la Doue, par moment, nos analyses flirtent des degrés assez étonnants de composants chimiques comme très fortement azotés ou très fortement phosphatés. Donc là, on se dit qu'il se passe des choses sur le plateau. Et quand nous descendons encore le long de la vallée du Gland, nous arrivons à Hérimoncourt. Et à Hérimoncourt, nous constatons là aussi, hélas, des rejets d'eau usée directement venant des bouches d'égout qui arrivent directement à la rivière. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans nos égouts? Que se passe-t-il pour qu'on en arrive à ce fait que dans les rivières, nos rivières reçoivent directement des lingettes? Que se passe-t-il pour que nos rivières reçoivent directement des eaux usées que nous avons constatées, que nous avons analysées? Vous avez pu voir à notre stand là-bas que toutes les photos que nous avons affichées aussi de nos rejets. Et à la fin, nous voyons tout en aval, le gland est complètement eutrophisé. Nous constatons qu'il n'y a plus une truite, quasiment. Les vairons ont pratiquement disparu. La rivière est dans un état absolument épouvantable et pourtant des enfants se baignent dedans à Seloncourt. Des enfants se baignent dedans aussi à Audincourt. Donc, tous ces rejets d'eau usée, qu'est-ce que cela peut donner dans la rivière? Alors, si on en reste aux micropolluants, évidemment, ça fait des dégâts. Et j'ai compilé à peu près 60 000 données depuis 2 jours. Et j'ai trouvé beaucoup de choses sur le Doubs à Mathé. Donc c'est un point où l'agence de l'eau a fait des mesures de micropolluants. Ils ont analysé à peu près 1200 paramètres. Donc je vous ai dit, on trouve à peu près 600 pesticides. La même chose sur le gland. Et qu'est-ce qu'on trouve là avec ces micropolluants? On en connaît les sources, les ménages, ce qu'on utilise. Ça peut venir de l'agriculture, ça peut venir de différentes origines, mais on voit nettement par la lecture, on veut dire, de ces chiffres, qu'il y a des micropolluants qui viennent des eaux usées et qui ne devraient pas y être, parce que normalement, on est à l'amont de la station d'épuration. Ça me paraît. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les réseaux fuient. Il y a des problèmes de dimensionnement des réseaux et là, pour le moment, on ne le dit pas assez, il faudrait revoir le système complet. Déjà par une étude approfondie qui montre pourquoi tel et tel tuyau déverse dans la rivière alors que ça devrait aller dans la station d'épuration. C'est en partie des erreurs de branchement près des maisons, mais il y a aussi beaucoup le fait que justement ces erreurs de branchement, c'est-à-dire normalement dans un système séparatif, vous avez les eaux dites usées et les eaux de pluie ou les eaux claires de l'autre côté. Si on fait une erreur de branchement et qu'on a des eaux de pluie qui vont dans les eaux usées, le tuyau étant trop petit, ça déborde. Alors ça va sur le terrain, ça va sur la route. Qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de prendre le mal à la racine
et de le corriger, eh bien, on se dit, ah ben voilà, je creuse ici, je fais une chambre et je raccorde les eaux usées sur les eaux de pluie parce que ceux-là vont directement à la rivière. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, dans la région ici, on a les chiffres, ils sont officiels. On ne les dit pas assez, mais il n'y a que 40% de l'eau usée qui est évacuée dans les maisons, avec un taux de raccordement de plus de 95%, 40% seulement qui parviennent à la station d'épuration. Voilà, ça c'est le constat et ça prendra beaucoup de temps et il faudra sûrement de la volonté politique et la volonté de la pollution pour changer cela. Et ici on ne parle pas de 2 millions ou même 10 millions par année, c'est des centaines de millions, c'est vraiment des centaines de millions. La situation est grave et c'est du fait qu'on a laissé aller les choses qu'on n'a pas été jusque-là suffisamment attentif comment on a travaillé sur ces réseaux. Le réseau, les réseaux, c'est un ensemble de réseaux dans la région ici, n'ont pas de calcul hydraulique. Donc, si je fais une modification parce qu'on corrige la route par ici ou par là, et puis que j'agrandis le tuyau, je ne fais qu'amener plus d'eau en bas et on n'aura pas l'idée de qu'est-ce que ça pourrait produire comme désagrément plus bas. Il faut absolument faire une étude avec une calculation sérieuse, comme il se fait ailleurs, des canalisations et avoir un plan de restructuration de cela. Nous avons discuté avec SOS LRC à l'époque, et puis avec le SAMU de l'environnement, avec l'agence de l'eau, et on nous a dit, oui, peut-être encore moins que 40 près des cartes. La région ici est la pire de tout le bassin versant Rhône, Méditerranée, Corse. Je ne veux pas essayer de vous faire peur, mais c'est la réalité. Vous pouvez aller trouver ça sur Internet et des choses comme ça. Donc il y a vraiment à se poser des questions. Maintenant, je veux revenir juste sur l'eau potable, parce que j'ai oublié de dire quelque chose d'important. C'est les coûts. L'opération que nous avons faite dans la région de Bâle, c'était pour la ville de Moutenz, ça a coûté 19 millions de francs suisses. À peu près la même chose que 19 000 € environ. En gros, il y avait 22 000 habitants. Voilà. Eh bien, ces 19 millions d'euros, non, nous venons de les payer. On l'a mis en service il y a 2 ans. Hein. C'est un investissement. On va le payer en 30 ans. Hein, parce qu'on a emprunté pour faire cela. Eh bien, ça revient à 40 centimes d'euros par mètre cube. Et si vous réfléchissez, vous achetez chaque année, chaque jour, pour votre famille, de l'eau en bouteille, vous dépensez plus de 1 000 €. Combien vous payez de mètres cubes par année? Un peu plus d'une centaine. À 40 centimes, ça fait 40 €. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas l'argent pour faire ça. Et juste pour la qualité, la quantité, elle était déjà donnée. Je voulais insister là-dessus. Et maintenant, je vais donner la parole à Jérémy Collet de la Confédération paysanne qui va poser un problème par rapport à la bonne gestion de l'eau dans une agriculture raisonnée.
Bonjour, oui, Paul Jérémy, je suis porte-parole départemental, interdépartemental 2590 de la Confédération paysanne. Donc, on ne parle pas d'agriculture raisonnée, malheureusement, c'est un terme c'est un abus de langage selon nous. Donc c'est une agriculture paysanne, et en particulier un syndicat qui défend des valeurs paysannes pour avoir un équilibre total sur un territoire, pour qu'on puisse appeler une agriculture équitable, pour que les valeurs ajoutées soient réparties sur un territoire donné, et pour qu'on puisse encore parler de terroir dans les années qui arrivent et dans les décennies également. Je suis également paysan, bien entendu, en bio aussi. Et nous nous battons pour des pratiques qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement que l'agriculture industrielle, donc en proscrivant les produits chimiques, donc le glyphosate en particulier, on en entend parler quand même de plus en plus avec toutes ces villes qui les interdisent également, mais aussi tout ce qui est produits phytosanitaires. La requête, notamment aujourd'hui, c'est la qualité de l'eau. On va dire, quelle est la part de responsabilité, la question du monde agricole sur la qualité de l'eau. Une question un peu plus personnelle, c'est est-ce qu'on arriverait à potabiliser l'eau de pluie? L'eau de pluie. Voilà, ici. Alors, il n'y a pas que l'agriculture, mais évidemment l'agriculture c'est une grande part. Oui, oui. Ok, moi je vais parler donc des micropolluants. Évidemment, il y a aussi la pollution visible d'azote et du phosphore, mais je vais en rester aux micropolluants, puisque je viens de compiler toutes ces données, et j'ai découvert qu'il y avait un pesticide qui est interdit depuis 1995, et celui-là a la teneur la plus élevée de toutes ces 1200 substances. 10 000 microgrammes par litre. Voilà. 10 000 microgrammes par litre. C'est ce que j'ai lu. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Je me suis dit, est-ce qu'on la trouve seulement ici, à Maté, ou sur le Gland? Mais non, ailleurs, sur le Doubs, ailleurs, j'ai trouvé ça. C'est un pesticide qui a été retiré du marché parce qu'il était très dangereux en 1995 ou 95, je crois que vous dites. Voilà. Et cela montre en fait aussi quelque chose que j'ai trouvé dans le Doubs quand j'ai fait l'étude sur les micropolluants depuis Morteau jusqu'à Aucourt. C'est qu'il y a beaucoup de pesticides qui ne sont plus du tout utilisés, mais qui sont encore dans les terrains. Et on a la queue. Mais 10 000 microgrammes par litre, ça fait juste 100 000 fois la norme. Parce qu'on n'ose pas avoir plus normalement que 0,1 microgramme. Évidemment, après, les autres, ils sont beaucoup plus bas. Mais c'est juste pour illustrer le fait que tout le monde, nous avons une responsabilité par rapport aux eaux, dans le sens que nos eaux usées vont dans les stations d'épuration, les stations d'épuration produisent des boues, on trouve beaucoup de micropolluants dans les boues, et on revient avec ces boues dans l'agriculture, on ramène de nouveau les micropolluants dans du terrain. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir du point de vue collectif dans son ensemble. Alors, maintenant, concernant le puits, oui, l'eau de puits, est-ce qu'on peut la traiter? Oui, mais ça coûte cher. Ah ben oui, si on veut enlever les micropolluants, ou bien qu'est-ce qu'on veut traiter? Ça dépend ce qu'on veut traiter. Mais si on veut traiter de l'azote, c'est cher. Il faut faire une filtration biologique, ou bien rajouter du chlore, ce qu'on ne veut pas. Absolument pas. Donc c'est pas facile. Du phosphore, pour tirer, c'est la même chose. On doit utiliser des produits chimiques, etc. Mais si le problème est les micropolluants,
il faudrait mettre du charbon actif. Mais ça, c'est pas évident. Et après, alors on me demande si par osmose inverse, ça n'irait pas. Alors, il faut dire qu'une osmose inverse, on dit toujours ça enlève tout, mais c'est pas vrai. J'ai eu une grande déconvenue une fois, enfin déconvenue, je pensais qu'on m'avait demandé, c'était l'industrie chimique qui fait des médicaments du côté de Nyon en Suisse et qui avait un système d'eau à l'interne et qui devait être absolument pur. Et ils avaient double osmose inverse. Et par là, ils devaient ensuite désinfecter, garder dans le circuit toujours de l'ozone. Et ils n'arrivaient pas à maintenir l'ozone parce que l'ozone était consommé. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Après nos osmoses inverses, on aura tout retiré. C'est bizarre. Et j'ai fait des analyses de micropolluants qui sont dans ma spécialité. Et je l'ai trouvé beaucoup. Et surtout les parties biodégradables qui passaient à travers l'osmose inverse parce qu'ils étaient tellement petits que tout ce qui est en dessous de ce qu'on appelle un poids moléculaire de 180 daltons, ça passe. Et une bonne partie des pesticides passaient aussi. Donc il faut être très attentif. Je crois que pour éliminer des pesticides et éliminer des produits médicamenteux et tout ça, il faut faire une combinaison si on veut être exhaustif de charbon actif et d'ozone. Mais le charbon actif seul, c'est déjà une très bonne solution. Après, il faut savoir ce que l'on doit traiter, ce que l'on veut traiter. Si c'est un problème de nutriments, c'est autre chose. Et ça requerra d'autres moyens. Le charbon actif, c'est des coûts de traitement. Ben, je ne peux pas le dire. Franchement, je ne me suis pas posé la question, mais je le ferai volontiers, puis je vous le communiquerai. Oui. J'alimente au questionnement. Le problème que tu as de soulever, ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir boire ton eau pluie potabilisée. C'est pour purement la c'est consommation. pour boire. C'est de petites quantités. Moi, j'ai cru que c'était pour utiliser aussi pour le bétail ou bien pour des choses comme ça aussi. Oui. Alors, pour boire, évidemment, c'est ce que vous acceptez de boire qui est la limite. Vous voyez, les gens de Moutenz ont dit, nous avons une centaine de micropolluants qui viennent, qui repartent, on ne peut pas les maîtriser, on ne sait pas s'ils sont dangereux ou pas, etc. Ils ont dit, on veut tout éliminer. Mais c'est centralisé. Pour ça, ça devient des coûts supportables. Mais si on a la même optique pour soi-même dans sa maison, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, la première chose, c'est de savoir s'il y a vraiment le problème. C'est une analyse approfondie. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 1 000 €. Une analyse. Mais après, on sait. On est allé vraiment jusqu'au bout. Et pour ces micropolluants, ils ne vont pas vous tuer en 2 jours. Ils ne vont peut-être même jamais vous tuer. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est. On ne peut pas scientifiquement dire voilà, c'est dangereux, mais on ne peut pas le dire non plus, c'est pas dangereux. Mais le fait qu'il y a quand même beaucoup de micropolluants qui sont cancérigènes ou d'autres choses, on dit qu'il vaudrait mieux prendre les devants. Maintenant, toutes les eaux n'ont pas ça. Moi, dans la région de Bâle, où j'avais plein de piézomètres, on appelle ça un piézomètre de trous, en fait, de puits pour contrôler, j'avais au beau milieu des endroits où c'était super pollué, des piézomètres où je ne trouvais pas un seul micropolluant, pas un seul.
tout n'est pas vraiment pollué. Il faut faire attention. Il faut savoir où on en est. Encore une question à Jean-Louis. Alors là, pour la désinfection, il vous suffit la plupart du temps de mettre un UV. Voilà, ça suffit. Mais est-ce qu'il y a des micropolluants dans les eaux de pluie on trouve beaucoup de micropolluants. Est-ce qu'on trouve beaucoup de micropolluants dans les eaux de pluie? Alors il y en a aussi, oui, bien sûr. Mais ils sont filtrés aussi par le terrain. Et ils s'accumulent. Et puis dans l'eau de pluie, on n'en voit pas, mais dans l'eau de pluie que vous récoltez sur le toit et puis qui vient, là, il y a pas mal de choses. Oui. Voilà, ben, merci à vous. Hein. Et je pense qu'on peut les applaudir quand même. Hein. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on va parler ensemble. Et François, je crois que tu as déjà quelques questions. Donc je te passe le micro. Oui, merci. Alors je vais tout de suite passer la parole en fait à un monsieur qui parlait est-ce qu'il y avait des dispositifs de protection d'eau potable, parce qu'il travaille dans une entreprise et l'entreprise a interpellé les élus. Donc je crois que ce sera plus important qu'il explique un petit peu ce qu'il dit. Voilà, bonjour Michel. Je suis chef d'entreprise en fait et j'ai dans mon entreprise des contrôleurs agréés par l'ARS et par le ministère de l'Agriculture et de la Santé. Chaque collectivité qui a une installation de plus de 70 kg reçoit de l'eau courante, de l'eau potable. Et en cas de panne, il y a justement un dispositif de protection d'eau qui vient bloquer l'installation pour pas que l'eau usée retourne dans le circuit. Il faut savoir que j'ai contacté plus de 72 communes de l'agglo, aucune ne m'a répondu. Aucune. Alors ce qui me semble que l'agglo n'est pas très concerné justement par ce problème de retour d'eau. Je suis désolé, mais j'ai contacté aussi la police de l'eau, qui également n'a pas donné suite à cette demande. Mais c'est un peu dommage. Et en plus, je faisais ces démarches commercialement et gratuitement, uniquement pour contrôler ces disconnecteurs. Dommage. Alors il y avait aussi... vous voulez répondre maintenant? Vous parlez des disconnecteurs là, de sécurité. Là. Donc, normalement, la loi impose, d'après ce que je connais, pour des établissements publics, des écoles, des hôpitaux, etc., d'avoir ce type d'appareil pour éviter qu'il y ait un mélange entre l'eau potable qui alimente les laboratoires, les chambres des malades, etc., ou les enfants des écoles. Et ces appareils, effectivement, quand ils sont installés, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas contrôlés. Quand il y a des immeubles collectifs où il y a ces disconnecteurs d'installer, mais les syndics n'ont rien prévu pour le contrôle, et au bout d'un moment, ils sont complètement inopérants. C'est comme s'il n'y en avait pas. Donc effectivement, il y a un gros problème qui se pose là, de sécurité alimentaire pour des bâtiments publics et des immeubles collectifs, où normalement, là c'est pareil, l'État ne fait pas son boulot, encore une fois de plus, je suis désolé, mais il devrait y avoir une réglementation, au moins, qui vérifie que ces appareils de sécurité sont bien installés, et comme tout appareil de sécurité, ils doivent être vérifiés avec une certaine fréquence, que ces fréquences, il y a un registre qui permettent de dire, eh ben, tel appareil a été vérifié, je ne sais pas, tous les 2 ans, tous les ans, tous les 5 ans, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est un flou artistique et il n'y a rien sur le sujet. C'est encore un sujet sur l'eau potable qui n'est pas traité par les pouvoirs publics. Donc il y a une autre question, c'est concernant l'eau potable. La qualité, donc on peut douter de la qualité de l'eau potable. Est-ce qu'il faut acheter des bouteilles d'eau, est-ce qu'il vaut mieux acheter des bouteilles d'eau en plastique qui génèrent une autre pollution? Enfin, c'est ces questions. Alors le problème des bouteilles d'eau, le problème des bouteilles d'eau en plastique, c'est le problème déjà du conditionnement de l'eau en bouteille, de la fabrication des bouteilles en plastique, du transport des bouteilles en plastique, de la distribution par les magasins, les grandes surfaces et les vendeurs de boissons. Et après, une fois que ces bouteilles ont été vidées par les consommateurs, qu'est-ce qu'on fait de tout ce plastique? Vous avez vu récemment
qu'il y a un certain nombre de scandales où des grosses sociétés où des collectivités croient que leurs déchets sont recyclés, etc. Parce qu'avec le plastique, on peut recycler, on peut faire beaucoup de choses. Et ça a un certain coût, mais comme on est dans la course à l'échalote, on envoie dans des containers, et certains gouvernements comme la Malaisie, à juste raison, nous renvoient nos containers, nous, dans les pays occidentaux qui sommes les principaux pollueurs, et ça commence à grincer à travers la planète. Donc il y a des filières qui sont en train de se tarir. Mais quand on achète effectivement de l'eau en bouteille, on a quand même le problème de toute cette chaîne qui consomme de l'énergie, du pétrole sur les camions pour les amener, parce qu'il n'y a pas de wagon aujourd'hui. Il y a 20 ans, il y avait des wagons qui transportaient les bouteilles d'eau. Aujourd'hui, c'est tout par la route. Voilà. Alors, j'ai été mandaté par mon laboratoire, parce que je suis spécialiste dans les micropolluants, par une grande chaîne de magasins suisses, parce qu'ils vendaient des bouteilles d'eau relativement chères, parce que les bouteilles étaient un petit peu artistiques. Vous vous rendez compte, il y a des bouteilles qui se vendaient jusqu'à 80 francs la bouteille pour 1 litre. Et le magasin se disait, mais qu'est-ce qu'on vend sur la réclame, c'est de l'eau pure qui vient des Alpes, cristalline et tout ce que l'on veut, et tout ça, voilà. Et j'en ai analysé une trentaine, et on a pris des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, et puis des eaux gazeuses et des eaux non gazeuses. Jamais des eaux, j'ai pas pu, on voulait pas non plus analyser des eaux avec du citron ou enfin des arômes, parce que ça complique beaucoup les choses. Donc c'était uniquement de l'eau minérale en bouteille. Eh bien, je me suis rendu compte que le plus souvent, c'était les eaux en bouteille de verre qui étaient les plus polluées, voire presque toutes. Parce que l'eau en verre, on doit nettoyer le verre. Et puis il reste toujours des choses du produit de nettoyage. Les bouteilles qui sont avec du gaz, le gaz n'est pas toujours pur et il y a des hydrocarbures qui restent. Donc, pour le producteur, il faut vraiment qu'il fasse attention. Et il y a eu de ces bouteilles qu'on a dû analyser plusieurs fois, la Migros nous demandait, etc. Et on leur a dit ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas fait. Et au jour d'aujourd'hui, c'est encore toujours vendu à très grande échelle, comme ça. Eh bien, l'eau la meilleure, c'était une eau gazeuse et en plastique. Je n'ai jamais trouvé un seul micropolluant là-dedans. Je l'ai analysé plusieurs fois. J'ose le dire, je ne travaille pas du tout pour eux. C'est San Pellegrino. Et ouais. Et puis, il y avait encore... Il y avait Evian, qui était bonne. Il y avait d'autres, françaises, suisses, etc., qui avaient vraiment des problèmes parce que les grandes maisons, soit elles travaillent consciencieusement et elles ont assez de débit pour rester toujours avec la même machine sur le même produit, si bien que il faut aussi dire une chose qui n'est pas tout à fait correcte, ce que tu disais. Le plastique, on ne va pas faire des bouteilles en plastique, on n'achète pas des bouteilles en plastique pour aller les remplir, on la fait sur place. Et si le processus de construction, enfin de fabrication de la bouteille en plastique n'est pas correct, alors vous avez des micropolluants qui partent du plastique pour aller dedans, dans l'eau. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, là, vous ne trouvez rien du tout. Vraiment rien du tout. Les études sur le plastique ont montré aussi que l'eau qui est restée pendant un certain temps dans la bouteille peut recevoir des micropolluants de la bouteille
mais seulement quasiment une fois. Si vous la remplissez encore une fois avec de l'eau du robinet ou n'importe quelle eau, il n'y a plus rien qui est transféré. À tel point qu'on utilise des eaux en PET, PET, transparentes, pour désinfecter une eau. Si vous mettez votre eau dans l'eau transparente, vous la laissez 4 heures au soleil, elle est complètement désinfectée. Parce que les rayons ultraviolets traversent le PET. Et ça a été prouvé, et on le fait de plus en plus dans les pays en voie de développement. Mais vous pouvez le faire vous-même aussi, pas de souci. Des micro-organismes et des virus. Oui, c'est comme si vous aviez une installation UV. Hein? Mais on dit 3 heures, moi je dis 4 heures. Voilà, vous l'exposez au soleil. Alors, l'eau du robinet, ça dépend des endroits, c'est ça. Hein? Chaque robinet a son... Voilà. Mais moi, je bois l'eau du robinet, parce qu'en tout cas en Suisse, j'ai pas de problème. Je pense qu'en France, ça doit être en grande majorité le cas, mais on peut se poser de cas en cas des questions, parce que ici, surtout dans le bassin versant du Doubs, par exemple, ce qu'on appelle en domaine karstique, il n'y a pas de filtration du terrain, pas très forte, et puis là, on en subit les conséquences. Et si la municipalité ou la collectivité ne fait pas les analyses approfondies, eh bien, il peut se passer des choses qu'on ne voudrait pas. Mais moi, en principe, je bois toujours l'eau du robinet. Je bois toujours l'eau du robinet. J'ai parlé avec un producteur avec plusieurs producteurs d'eau, parce qu'à la suite de ces analyses, on les a convoqués. Les grands distributeurs n'ont rien voulu savoir. Les petits, plusieurs ont dit on veut faire quelque chose, et on est revenu, on a réanalysé, et ils se sont vraiment améliorés. Mais il y avait une eau qui venait de Corse, qui était épouvantable. Vraiment, et il y avait là des micropolluants qui venaient des eaux usées. Hein. Non, mais c'est incroyable. Voilà. Alors, il y a une question sur la pilule contraceptive. Est-ce que ça serait une des plus grandes pollutions de l'eau? Et puis peut-être aussi les médicaments, les antibiotiques. Des répercussions aussi sur la santé, de boire de l'eau avec tous les les pesticides, enfin tout ça. Alors, la pilule, il faut élargir un petit peu. C'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Et la perturbation endocrinienne, elle est très, 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 très pernicieuse. Jusqu'à présent, on avait la règle qu'on dit c'est la dose qui fait le poison. Plus on met quelque chose, plus on peut tuer. Avec un poison, on peut tuer une personne. Et on a découvert, il y a à peu près une dizaine d'années, qu'avec ces perturbateurs endocriniens, donc qui changent le sexe ou qui amènent des malformations, enfin différentes choses, dans ce sens-là, tératogène, comme on dit, eh bien, moins on en a, plus on va vers l'homéopathie, plus c'est actif. Il y a un domaine qu'on n'a pas encore bien étudié, mais où certainement, évidemment, quand il n'y a plus rien, ça s'arrête. Mais ce n'est pas en allant vers le haut qu'on a les plus grands effets. Mais c'est en diminuant, et nos normes ne sont absolument pas adaptées. Donc, pour les rivières, évidemment, les poissons et les organismes dans la rivière, ils boivent 24 heures sur 24. Nous, on prend quelques verres d'eau. Ça, c'est important. Et les pesticides, alors il y en a, par exemple, c'est le cas de la cypermétrine qui est utilisée pour le traitement du bois. La norme, actuellement, on l'a baissée à 50 picogrammes par litre.
je vous dis ce que c'est que 50 picogrammes par litre. Vous prenez 1 kilogramme, vous divisez par 1000, ça fait 1 gramme. Vous divisez encore par 1000, ça fait 1 milligramme. Vous divisez encore par 1000, ça fait 1 microgramme. Et vous divisez encore par 1000, ça fait 1 nanogramme. Et voilà, encore une fois par 1000, et vous arrivez au picogramme. Eh bien, on s'est rendu compte que cette cypermétrine, si on dépassait 50 picogrammes, ça commençait à afficher le bazar dans les insectes, dans les cours d'eau. Eh bien, l'agence de l'eau analyse régulièrement la cypermétrine avec une sensibilité de 50 nanogrammes par litre. Voilà. 1000 fois plus haut. On n'en trouve jamais. On n'en trouve jamais. Et c'est publié comme ça, sans aucun commentaire. Voilà. Alors il y a une autre question aussi sur le sol vivant qui est recouvert de végétaux. Est-ce que ça filtre les pollutions? Ou est-ce que ça peut filtrer les pollutions? Alors oui, mais dans beaucoup de cas, ça élimine, on veut dire, la pollution de l'eau, mais ça l'accumule dans les végétaux. Et une fois que ces végétaux meurent, se décomposent, soit le micropolluant, soit ces substances sont biodégradables, mais ils sont surtout faits pour être pas biodégradables, parce qu'autrement on n'aurait pas leur action si tenace. Donc ça revient dans les cours d'eau. Donc quand on a une introduction à un endroit d'un micropolluant, peut-être que quelques kilomètres plus bas, on ne va pas le retrouver, même s'il a été donné en grande quantité, parce que s'il y a beaucoup d'algues, il aura été absorbé. Mais il y a une période où ça disparaît, puis tout à coup, une saison plus tard, un petit peu plus tard, voilà, ça revient, et ça revient en masse, parce qu'ils ont accumulé. C'est très très difficile à savoir exactement comment ça se passe, dynamiquement, dans un cours d'eau. Alors là, une grande série de questions, de remarques. C'est merci Néolia, bien payé pour ne rien faire, entretien des canalisations, des fuites, l'attente des services pour la réparation. Donc tout ce qui est aussi, on connaît beaucoup de sujets, pourquoi il n'y a pas de résultats plus rapides? Est-ce que les politiques s'en fichent? Est-ce qu'il y a du laxisme? Est-ce que les responsables sont irresponsables? Et puis toute la question aussi de régie publique, public-privé. Et puis une autre question, c'est entre les pluies, est-ce qu'on peut séparer l'eau pluie et l'eau sale dans le traitement et tout ça? Ça fait beaucoup de questions. Mais bon, la question institutionnelle, c'est très difficile d'y répondre. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, des fois, il y a de la négligence, et puis d'autres fois pas. On ne peut pas simplement dire « Oh, ceux-là, c'est des gangsters ». Il y en a, malheureusement. Mais je ne vais pas entrer sur ce sujet ici. Moi, du point de vue scientifique, moi, je dis toujours il faut analyser, il faut voir qu'est-ce qu'il en est, et puis se mettre ensemble pour exiger la qualité. C'est la seule chose. Voilà. Ouais. Je veux bien parler au nom du collectif SOS LRC. Je veux dire deux mots. Le collectif, il a été créé en 2010 suite aux grosses mortalités qu'il y a eu sur les rivières karstiques, la Loue, le Doubs, etc. Dans ce collectif, il y a des scientifiques de la faculté de Besançon qui adhèrent, il y a des médecins, etc. Il y a des gens qui ont des compétences. On travaille avec Jean-Louis Walter assez régulièrement. Et on a derrière nous 10 ans de travail, un énorme travail de réflexion sur toutes ces problématiques-là et avec beaucoup de propositions. Et au regard, on observe
un petit peu à distance, mais on a des représentants qui sont sur place comme André, sur la situation de PMA ici avec ce que vous avez découvert, 40% des eaux usées qui arrivent aux stations d'épuration, le reste part directement dans le milieu naturel. Et on fait le constat qu'ici, c'est géré par Veolia. Bon. Ce qu'on fait aussi, le constat, c'est que pour l'instant, les investissements de renouvellement des réseaux, le rythme pour renouveler totalement les réseaux, c'est supérieur à un siècle. Je ne sais plus en tête, c'est un siècle ou 2 siècles. Les investissements qui sont faits actuellement correspondent à ces renouvellements. Là, en France, je crois que c'est la moyenne de renouvellement des réseaux d'eau potable. La moyenne de renouvellement, elle demande un siècle pour renouveler l'ensemble des réseaux. J'ai écrit en introduction et je ne l'ai pas mis, je l'avais mis en rouge. Pour moi, c'est 500 ans. Il faudrait 500 ici à Montbéliard. Sur le budget, il faudrait 500 ans pour renouveler l'ensemble c'est les réseaux d'eau potable ou d'eau usée? D'eau usée, d'accord? Et bon, dans mes 35 ans de militantisme sur les questions de l'eau, quand je vois comment évolue la loi en ce moment, il y a un énorme démontage qui est fait de la part du gouvernement en place depuis 2 ans qu'il est en place sur le démontage des lois qui concernent l'environnement. Ce n'est pas le collectif qui le dit, il y a eu un appel qui vient d'être signé par une dizaine de grands juristes français, dont Corinne Lepage, qui ont dit on n'a jamais vu un pareil démontage, détricotage des lois de l'environnement en l'espace de 2 ans. Et je veux faire de la provocation, on a cette liberté de parole, on est bénévole. Vous savez que le président Sarkozy, face à un auditoire d'agriculteurs de l'agriculture intensive, bien qu'il ait fait le Grenelle de l'environnement, qui était quelque chose de très positif, il a dit devant les agriculteurs, l'environnement ça suffit. Eh bien, je dis que le président Macron, actuellement, lui, il ne l'a pas dit, il est en train de le faire. Donc ça, c'est des choses qu'il faut quand même que le grand public sache. Pour en revenir ici localement, par rapport aux élus, les élus, face à des énormités comme ça, quand ils arrivent et qu'ils découvrent la situation de PMA dans ce domaine-là, ils ont une crainte, c'est de demander des contributions financières trop importantes à leurs électeurs. Hein. Mais je pense qu'il faut que les électeurs fassent passer le message à leurs élus que la situation ne peut pas continuer comme ça, à préparer un monde comme ça pour nos enfants. C'est pas possible. Et finalement, les efforts à faire dans le domaine financier, quand on les rapporte au litre de l'eau, Jean-Louis Walter a cité des exemples sur une petite ville, c'est des dépenses qui sont abordables. Donc je pense que ces problèmes-là, ces questions d'investissement par rapport aux problèmes de distribution de l'eau potable, par rapport aux collectes et au traitement des eaux usées, il faut absolument nous, en tant que consommateurs et en tant que citoyens, qu'on se rende compte qu'on ne peut pas continuer à utiliser de l'eau potable, à rejeter de l'eau usée en payant si peu. C'est pas possible. Il y a des conséquences sur l'environnement qui sont monstrueuses. Il faut se rendre compte que pour l'instant, la loi, dans le système de fonctionnement des stations d'épuration, quand il y a un pétitionnaire, c'est-à-dire une collectivité qui décide de faire une station d'épuration, les services de l'État lui définissent des taux de rejet dans un milieu naturel qui est en général une rivière, qui sont des taux de rejet qui sont admissibles, digérables par la rivière, que la rivière peut supporter. C'est les taux de dilution. D'accord ? Ça, c'est la réglementation qui est en place. Celle-là, elle est déjà très très défaillante, parce qu'elle ne tient pas compte des effets de cumulation des différents rejets qu'il y a dans les stations d'épuration. Elle ne tient pas compte aussi d'un autre problème technique, qui est le rejet qu'on appelle les déversoirs d'orage. Et toutes les stations d'épuration sont construites avec des exutoires quand il y a des gros orages qui arrivent, et les égouts sont remplis par les arrivées d'eau, et ils ne peuvent pas aller engorger la station d'épuration qui serait asphyxiée. Donc il y a des systèmes, des exutoires qui font que ces eaux usées, elles arrivent brutalement sur les rivières. Comme en ce moment, on est avec des périodes de sécheresse de plus en plus longues en été, et donc on a des accumulations de toxiques qui sont sur les routes, qui sont partout, qui sont dans les égouts, et qui vont être rejetés brutalement par les déversoirs d'orage qui arrivent dans les rivières, qui sont dans une situation d'étiage, c'est-à-dire de très faible débit, qui sont en train qui ont du mal de survivre. Donc on voit qu'on va vers des situations qui vont être de plus en plus graves pour le milieu naturel.
Donc en tant que citoyen, en tant qu'électeur, il faut absolument faire passer ce message. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas traiter le problème de l'eau avec autant de légèreté, avec aussi peu d'argent dans le maintien des systèmes et dans l'amélioration des systèmes. Merci. Bien, je vais encore donner deux petites questions parce qu'il est déjà 5h15. Après, on donnera la parole à chaque intervenant pour qu'il fasse une petite conclusion. Si vous avez des questions d'ordre pratique ou continuer de façon informelle, on reste là sur le site. Alors, il y avait deux questions sur l'eau de pluie acide et les nappes phréatiques. Est-ce que les eaux, les nappes phréatiques, est-ce que vous avez une idée avec la qualité de l'eau? Et puis aussi dans le massif karstique, les vaches du plateau qui produisent les laits à compter, qu'est-ce qu'elles boivent comme qualité de l'eau? Alors, il y a eu un problème qui a été posé par notre collègue, président de la Confédération paysanne des Doubs et des Territoires de Belfort, à propos de la contribution de l'agriculture à la pollution des rivières, hein, si je me souviens bien. Bon, Jean-Louis a répondu sur le domaine des micropolluants, mais je vais répondre sur ce problème-là. Vous avez compris, ça, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation, d'accord? Bien, le collectif, on s'est penché dessus en 2012. En 2011, l'État, après les grandes mortalités de poissons qu'il y a eu, les services de l'État se sont mobilisés. Le collectif, on a bien contribué à cette mobilisation. Ils ont créé un groupe de grands scientifiques français qui ont travaillé venus de partout en France, hein, des grands spécialistes qui sont venus se pencher sur le problème de ces mortalités de poissons ici en Franche-Comté. En même temps, le conseil scientifique de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse a été aussi également saisi. Et ces deux groupes de scientifiques ont conclu à propos des causes de l'eutrophisation, c'est-à-dire les excès d'azote, ce qu'on appelle de nutriments, les excès d'azote et de phosphore, en majorité, ils sont d'origine agricole diffuse. Donc ils ont demandé à l'Institut du chrono-environnement de Besançon, aux scientifiques de Besançon, d'essayer de quantifier les causes d'origine agricole. Et presque 2 ans plus tard, le chrono-environnement n'avait pas fait son travail. Et donc, comme animateur du collectif, j'ai demandé à un de nos scientifiques du collectif, qui appartient d'ailleurs au chrono-environnement, de se mettre sur le problème. Donc on a eu cette chance, c'est que la ville de Besançon capte une partie de son eau à Chency-Billon, et ils font des analyses d'eau depuis 40 ans tous les jours. Et donc on avait des données sur un historique de 40 ans. C'est ce qui est donc ce garçon-là qui s'appelle Philippe Henry, donc s'est mis sur le problème et donc on a publié nos résultats. On a mis en évidence que 90% de l'azote qui passait dans l'eau de la Loue, dans la lame d'eau, hein, qui était transporté par l'eau, qui passait à Chency-Billon, 90% était d'origine agricole diffuse. Le reste, c'était les stations d'épuration, c'est-à-dire toutes les eaux domestiques. Il y a un peu d'azote qui vient des autres origines, mais les deux grandes sources, c'est ça. Bon, du coup, le chrono-environnement a fait son travail, et quelques mois après, ils l'ont fait par une autre méthode que nous, ils ont trouvé un peu moins que nous, et disons qu'on s'est mis d'accord pour dire que 85% de l'azote qui passe dans nos rivières, de manière générale, elle est d'origine diffuse agricole. Et je vais vous dire pourquoi. Bien, parce que sur tous ces territoires qu'on appelle karstiques, les sols agricoles sont très peu profonds. Il y a je crois, une vingtaine de pourcentage de la surface agricole qui est à moins de 30 cm d'épaisseur, et il y en a 60% qui sont des sols qui font moins de 30 cm d'épaisseur. C'est-à-dire que ces sols-là ne sont pas capables de digérer complètement les excès d'apport. Et en dessous de ces sols, il y a immédiatement les roches qui sont fissurées, et toute l'eau qui arrive en surface, qui traverse ces sols, elle se retrouve très très rapidement dans les rivières. Donc on a cette énorme difficulté de faire de l'agriculture en territoire karstique. Il n'y en a pas que dans le Haut-Doubs, hein, il n'y en a pas que dans le Jura, hein. Il y a des karstes aussi beaucoup en Haute-Saône, il y en a un peu partout en France. Et un autre problème qu'il y a dans nos régions, c'est que ces rivières karstiques, qui sont des rivières très claires,
elles ont la particularité qu'elles sont extrêmement sensibles à ces apports excessifs de nutriments. Elles déclenchent, les processus d'eutrophisation se déclenchent avec des quantités d'azote qui sont en gros 10 fois inférieures aux rivières acides. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Maintenant, pourquoi notamment la production des laits à compter, qui sont majoritaires, qui représentent à peu près 80% des laits qui sont produits sur les plateaux. Pourquoi ils se sont trouvés dans cette situation de produire des excédents d'azote et de phosphore par rapport à une situation en gros 1990 où les rivières n'avaient pas encore explosé? Il faut savoir qu'à partir de ces années-là, le comté il a commencé à vouloir produire plus de lait et il a commencé par acheter des aliments pour le bétail à l'extérieur. Donc il a commencé par acheter du foin, du regain, de la paille, des céréales venant de Haute-Saône, etc. Et ensuite ils sont passés à l'achat de tourteaux de soja qui viennent d'Amérique du Sud. Hein, entre parenthèses, le comté, qui est très vertueux, eh bien, il contribue à la déforestation de la forêt amazonienne en donnant une partie de la ration alimentaire des bêtes avec du tourteau qui vient de soja. Et donc progressivement, cette production agricole-là, elle est devenue en situation excédentaire par rapport à la capacité des sols dans la manière de la production de matière organique totale produite par les animaux, c'est-à-dire les urines, les boues en pâture, et puis la production du fumier, et puis ensuite, plus grave, le passage au lisier. Le passage au lisier s'est révélé avec le temps être vraiment un choix qui a été catastrophique, pas seulement pour le comté, pas seulement pour les rivières, mais aussi pour le changement climatique. Parce que le produit de lisier, la production de lisier, il a cette particularité qu'au moment de l'épandage, il produit beaucoup de gaz à effet de serre. Donc il y a en plus une forte contribution au réchauffement climatique. Mais donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles on a enfin pour parler du rôle de l'agriculture dans la pollution, dans l'eutrophisation des rivières. Je vais vous demander une conclusion, Jean-Louis. On a parlé de qualité, évidemment. On me souffle la conclusion, vous vous rendez compte? Bon, je l'accepte. Effectivement, la qualité. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a une possibilité de s'en sortir si on s'allie. Je vous ai cité cet exemple dans la région valoise, mais vous pouvez le faire aussi ici. Si on est engagé, si on fait des collectifs qui n'ont pas peur de parler, de s'exprimer, les politiques, ils devront y passer quand même, parce que finalement, c'est nous qui élisons. Hein. Voilà. Et je crois que là, c'est ça. La solution, si elle ne vient pas, c'est que on ne fait pas assez d'efforts nous-mêmes aussi pour la provoquer. Voilà. Ça, c'est ce que je dirais. Allions-nous, allons dans la bonne direction, c'est tout. Eh bien, je vous remercie. Et puis, je pense que maintenant, on peut terminer éventuellement le débat. Ceux qui veulent venir... il a encore... Même pas une... Donc, j'aurais voulu dire aussi que avec l'association du SAMU Environnement, nous permettons à chacun d'entre vous de pouvoir nous solliciter pour justement lutter contre ces pollutions, que nous puissions en faire des rapports et les signaler auprès des autorités pour que malgré tout, il y en ait peut-être un pour 1000, mais il y en aura quand même une ou deux des solutions qui petit à petit seront résolues, ou que l'État aura pris conscience. La deuxième chose, c'est que le SAMU Environnement, il est là aussi pour permettre à chacun de faire un constat de pollution si chez vous-même, vous constatez une pollution dans votre jardin ou autour de vous. Voilà, donc la société civile a la possibilité de mettre en place des solutions face à la déresponsabilisation de l'État. C'est ça que je voulais signaler. Alors, j'espère que vous avez bien profité de ce débat.
et que vous avez bien retenu que c'est notre eau, c'est notre rivière, c'est notre santé et qu'on doit être citoyen et électeur par rapport à ça. Et puis, Edouard, tu me dis qu'il faut... oui, on a fait un enregistrement du débat qu'on passera sur... voilà, ceux qui veulent l'avoir peuvent laisser leur adresse. Et peut-être on va le publier sur le site de l'atelier. Voilà. Eh bien, je vous remercie et vous pouvez continuer à débattre en venant poser des questions directement à nos intervenants. Je voulais ajouter une chose par rapport à PMA. Le comité de développement, qu'on appelle le CODEV, a travaillé pendant plusieurs mois sur le sujet de l'eau potable et a remis ses conclusions fin juin au président de PMA et aux élus avec des propositions par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc ce comité de développement, il y a eu des ateliers qui ont travaillé, il a été ouvert à la société civile et à ses représentants. Donc on y a travaillé en tant que SAMU de l'environnement, d'autres associations, et les propositions extrêmement importantes ont été transmises aux décideurs de PMA fin juin. Voilà. Attention. Ça va ?